Bonjour à toutes et bienvenue sur Elle se lance TV, la chaîne dédiée à toutes ces femmes qui veulent oser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ola. Donc moi je suis Ola, officiellement Raouda Alike Ola Abinou. J'aurai 28 ans à la fin de l'année, donc j'ai 27 ans. Je suis la cofondatrice d'Optimium, qui est une application mobile pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On aura l'occasion d'en parler en détail plus tard dans les questions. Alors pour la petite histoire, Ola je l'ai rencontré il y a un peu plus de, je crois que ça fait 3 ans ou un peu plus. Je ne sais même pas, tu vois. En fait, donc c'était à l'époque où j'étais justement à Incuba School, qui est l'incubateur de la Chambre de commerce. Oui. Et on avait invité à un événement du MEDEF. Okay. Et à ce moment-là, il y avait des entreprises qui devaient pitcher. Et j'ai le souvenir de toi, enfin en tout cas, je me souviens d'Optimium. Oui. Et j'avais le souvenir que tu avais pitché à ce moment-là. Exactement. Et depuis, donc, j'ai suivi un peu ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, 3 ans après, j'ai pensé que c'était intéressant justement d'avoir son point de vue, d'avoir son partage d'expérience par rapport à la start-up, au domaine de la start-up, mais aussi à tout ce qui touche à l'application mobile. Et surtout parce qu'en 3 ans, tu as réussi à faire un certain nombre de choses assez impressionnantes. Voilà. L'idée, c'est justement que tu te présentes un peu plus en détail. Tu nous dises finalement qui tu es, d'où tu viens, et que fais-tu dans la vie actuellement. Donc, qui je suis? Donc, moi, je suis Raouda Abinou, je suis béninoise. Je suis arrivée en France à 16 ans. D'accord. Après le bac français, j'ai passé le bac français au Bénin. Je suis arrivée pour faire des études supérieures. Et à cette époque, moi, j'étais persuadée que ceux qui changent le monde, c'est les ingénieurs. D'accord, ok. Du coup, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution qu'aller en école d'ingénieur parce que c'est là que ça se passe. Du coup, voilà, je suis entrée en classe préparatoire aux grandes écoles, MPSI, maths, physique, chimie, et ensuite PSI. Et après, j'ai fait des concours pour intégrer une école qui s'appelle l'ISEP. C'est une école dans le 6e arrondissement à Paris. C'est la 10e meilleure école d'ingénieurs de France. D'accord. J'ai suivi l'ISEP et j'ai été diplômée de l'ISEP en 2011 en management des systèmes d'information. D'accord. Et suite à ça, tout allait très vite. J'ai travaillé dans la finance chez Edmond de Rocher Asset Management en tant que chef de projet web. Dans un premier temps, voilà. Rédiger les cahiers de charges, je connais bien les développeurs et les business. Et j'ai fait pendant 2 ans, c'était très intéressant. Et après ça, je suis montée un peu plus dans la finance fonctionnelle, en étant support front office, business analyst, avec les gérants en salle de marché. Et c'est cette partie qui m'a un petit peu plus stressée. Et c'est cette partie qui m'a permis de me remettre en question sur où est-ce que j'en étais dans la vie. Est-ce que j'étais à l'endroit où je pensais vouloir être à 23 ans, parce que j'avais 23 ans à l'époque, quand tout ça s'est passé, toute cette réflexion s'est déclenchée dans mon esprit. Et c'est en faisant un bilan que je me disais que la moi quand j'avais 16 ans en venant en France, je ne pense pas que c'était là où je voulais finir. Je ne pense pas que je voulais être cette personne dans la finance, certes qui est très bien payée, on est très bien payé en finance, mais qui au final, mon parcours n'était pas un parcours d'exception. D'accord. J'étais remplaçable. D'accord. Le travail que je faisais, n'importe qui pouvait le faire. Si je ne viens pas, un autre consultant peut le faire. Et moi, j'avais besoin de cette recherche de sens dans ce que je fais. Et c'est là que je me suis rendu compte que je suis en train de perdre mon temps, qu'il fallait que je fasse autre chose. Quoi? Je ne sais pas du tout exactement quoi. Mais j'ai pris le risque de sortir de là pour m'accomplir et pour trouver les réponses à mes questions. Donc en fait, si je te suis, arrivé justement à un moment donné dans ta vie, à tes 23 ans, tu étais justement en quête de sens et tu t'es dit, le boulot que je fais actuellement, c'est pas forcément ce qui me convient. C'est ça. Je sais le faire. Je sais bien le faire, mais c'est pas ce qui me convient. Et du coup, ce que tu as fait concrètement, tu as démissionné de ce boulot-là? J'ai démissionné de ce boulot-là. D'accord. Avant de démissionner, j'ai fait quelques recherches d'autres boulots et tout ce qu'on me proposait, ça tournait toujours autour de la gestion de projet. Donc, je ne trouvais pas ma voie. De l'autre côté, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire non plus. Mais du coup, c'est là que je me suis dit, bon, entre ce qu'on propose, tu sais ce que tu ne veux pas faire, mais tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur un master de l'école polytechnique, un master innovation et entrepreneuriat. Et pour moi, ça m'a fait tilt, dans le sens où, dans tous les cas, si jamais je ne crée pas de boîte, j'irai dans l'innovation. Donc, ça me permettra de quitter la finance. Et avec beaucoup de chance, j'espère trouver une idée révolutionnaire qui va faire que je vais suivre le parcours entrepreneuriat pour créer ma boîte. On est d'accord qu'à ce moment-là, tu n'avais aucune idée de ce que tu voulais faire? Du tout. Pas du tout.
je suis partie en aventure, même de l'aventure, en griffe, dans l'aventure, c'est Polytechnique. Hein. On part pas très très loin. Il faut qu'on remette les choses quand même au clair. Si jamais, voilà, s'il n'y a pas de start-up derrière, s'il n'y a pas d'entrepreneuriat derrière, c'est quand même Polytechnique, c'est quand même mon diplôme. Ouais, c'est très bien. Voilà, faut quand même dire les choses comme elles sont. Oui, donc j'avais pas d'idée de start-up ou d'entreprise, mais je savais que je ne pouvais pas rester dans la finance et dans cette boîte où j'étais. D'accord. Et du coup, à 23 ans, parce que en fait, c'est super tôt. C'est vrai que j'imagine qu'il y a plein de filles qui nous suivent, qui ont justement cet âge-là. À 23 ans, ça a été facile pour toi de prendre cette décision-là? Est-ce que tu as été soutenue par ton entourage? Comment ça s'est passé plutôt à ce niveau-là? C'est passé en plusieurs étapes. Déjà, la première étape, c'est la question de la nationalité. Moi, je préfère, voilà, c'est une interview sans tabou, il faut dire les choses comme elles sont. Entreprendre en France quand on n'est pas français, c'est très compliqué. C'est très compliqué au niveau du renouvellement de votre carte de séjour, en fait. Oui. Je ne sais pas un risque que je voulais prendre. Je sais pas un risque entreprendre, c'est bien, mais c'est pas un risque que je voulais prendre. Le risque de ne pas me voir renouveler ma carte de séjour. Donc, j'ai fait les choses en ordre. J'ai travaillé en CDI. J'ai demandé ma nationalité. Dès que j'ai eu ma nationalité et que j'ai eu ce griffe mal-être, ce mal-être, je me suis dit voilà, c'est le moment. Je peux me permettre de réfléchir sans avoir cette pression administrative que nous, les étrangers, on a en France. Première étape. Après, l'étape familiale, la famille, les parents, parce que je pense que c'est le cas de plusieurs jeunes femmes qui te suivent. Quand on s'accomplit en France, quand on commence à travailler en France, nous, les Africains en tout cas, on redonne. On redonne aux personnes qui nous ont financés, qui nous ont donné au début. Et quand tu vas dire ensuite à ces personnes, en fait, finalement, je vais reprendre. Parce que je vais plus travailler, je vais prendre du temps pour moi. Je vais investir sur moi. C'est un peu compliqué à entendre. Moi, mes parents, ça peut être compliqué au niveau financier, parce qu'ils ne vivaient pas ils ne dépendaient pas de moi. C'est plus le risque de quitter Rothschild qui ont trouvé des mesures. D'accord. Mais ce risque a été très vite atténué avec Polytechnique. D'accord. Mon parcours est quand même assez particulier. C'est un parcours de prise de risque, mais pas tant que ça au final. D'accord. Tu vois. Donc, parce que tu quittes ton CDI, mais est-ce que tu vas retrouver un autre CDI? Bon, après, si tu es quand même la meilleure école d'ingénieur de France, donc voilà, c'est rassurant. Mais je ne leur ai pas dit tout de suite que je voulais entreprendre. Je leur ai dit que je quitte Polytechnique, je quitte Rothschild pour faire Polytechnique. D'accord. Étape par étape. Et après ça, quand je me suis dit, je vais faire le parcours entrepreneuriat, une fois que j'ai eu l'idée d'Optimia, on se va dans les détails de comment l'idée est venue, mais une fois que j'ai su ce que je voulais faire, là, il a fallu le présenter. Là, par contre, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord de prendre autant de risques, alors que 6 mois plus tard, dès que j'aurais été diplômée de Polytechnique, j'aurais pu avoir encore un meilleur boulot. Ils ne comprenaient pas pourquoi je me refusais cette vie-là pour une vie d'incertitude. C'est surtout ça. Et c'est vraiment très étonnant qu'eux, ils ne comprennent pas parce que mes parents sont commerçants, mes grands-parents sont commerçants. On est issus d'une famille d'entrepreneurs. Et eux, ils ne comprenaient pas pourquoi je prenais le risque d'une vie d'incertitude, en fait. Et tu n'as toujours pas compris pourquoi? Je pense que c'est différent. Mes parents sont en Bénin, ils sont en Afrique, ils sont commerçants. Le commerce est très aléatoire en Afrique. Et je pense que pour eux, le commerce n'a pas été un choix pour eux. Faire des études. Du coup, le commerce a été une évidence. Et ils disent pour leurs enfants qui ont fait de très grandes études, de très belles études, pourquoi s'imposer ce choix de cette vie d'incertitude, en fait. Même si ça peut être positif ou négatif, pourquoi se choisir ça alors qu'elle aurait pu avoir une certaine sécurité derrière. D'accord. C'est super intéressant, effectivement. Donc c'est surtout, c'est des entrepreneurs par nécessité. Par nécessité, de par les parents, de par la crise en Afrique, oui, c'est par nécessité. D'accord. Et du coup, si tu fais Polytechnique, et qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe, c'est que très vite, quand je suis rentrée dans ce master, les profs nous ont dit il y a deux choix. Soit vous trouvez une idée révolutionnaire, et là, Polytechnique déploie son réseau et on vous accompagne à lancer cette idée, et vous suivez le parcours entrepreneuriat. Soit vous ne trouvez pas d'idée et vous retournez faire un stage de 6 mois en entreprise et ensuite vous êtes diplômé. Et moi, je sais que je venais de l'entreprise, donc je n'avais pas envie de retourner là. Donc du coup, je voulais vraiment faire le parcours entrepreneurial, mais pour ça, il faut avoir l'idée. Du coup, c'était en septembre que j'ai intégré l'école, septembre 2013, que j'ai intégré l'école Polytechnique. Et la deadline pour présenter l'idée au jury, c'était en décembre 2013. D'accord. Il y avait 3-4 mois. Et pour moi, j'étais fait l'objectif en 3-4 mois de trouver l'idée. Donc c'était vraiment la course à l'idée de génie. La course à l'idée de génie. Non, l'idée de génie n'est pas venue pendant cette période de réflexion. Je pense qu'il y a
plusieurs personnes qui se reconnaîtront, hein, où on fait des réunions avec des amis, on s'enferme, c'est une soirée brainstorming ce soir, mais le résultat de la soirée brainstorming, c'est qu'il n'y a pas d'idée qui sort. Et c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve, en fait. C'est quand on n'essaie pas de trouver des solutions à des problèmes qu'on ne vit pas, qu'on trouve l'idée. Moi, c'est en faisant mes courses que j'ai eu cette idée d'Optimium, quand j'étais confrontée à un problème dans mon quotidien, que j'ai eu cette idée, dans le sens où j'ai été accostée par un vendeur de sushi qui faisait du Optimium manuellement, c'est-à-dire qui accostait bruyamment tous les passants du magasin pour leur proposer des promotions. Et ces promotions, pourquoi c'est qu'il les faisait? Parce que c'est des produits frais, c'est un vendeur de sushi, c'est des produits frais. On était à 20h ce jour-là et il fermait dans 2h et il a pris l'initiative de les vendre moins cher que de les jeter. C'était une super initiative, mais le seul défaut, c'est qu'il fallait être dans la rue, devant le magasin, au moment où il accostait les passants. Et moi, avec mon background d'ingénieur et digital, je me suis demandé s'il n'y avait pas mieux comme système pour écouler ses stocks, sachant que le commerçant a déjà pris l'initiative de les vendre moins cher. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur booster en point digital à mettre en place pour connecter ces commerçants qui ont déjà ces super initiatives et les clients comme vous et moi, hein, qui aiment être informés de ces bons plans. Et en plus, finalité, c'est qu'on réduit le gaspillage alimentaire. C'est là que c'est parti cette idée de mettre en place le plan digital pour permettre aux commerçants d'informer les clients autour d'eux lorsqu'ils ont des stocks de vendus, de les vendre moins cher via l'application. C'est génial, donc une application pour réduire le gaspillage alimentaire. Exactement. Mais ça, c'est super important parce que tu as dit un truc tout à l'heure très juste, qui est finalement, c'est difficile d'avoir la bonne idée quand on pense à des besoins, en tout cas à des problèmes qu'on n'a pas vécu en fait. C'est exactement ça. Pour moi, c'est très important. Il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui poussent des idées sur le marché et le marché en a besoin. Et il y a des entrepreneurs qui apportent des solutions à des problèmes concrets. Moi, je suis une entrepreneur. Et surtout, ce qui est important, la deuxième partie de ce concept, du fait d'apporter des solutions à des idées du quotidien, à des problèmes du quotidien, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un parcours très difficile. Très difficile. Très difficile dans tous les sens et surtout en termes financiers. Moi, à titre d'exemple, dans Optimium, je me suis rémunérée au bout de 2 ans. D'accord. Donc, il fallait que je trouve l'idée qui me fera tenir le coup pendant 2 ans. Et cette idée, si on n'a pas vécu, on ne peut pas tenir le coup. Les gens me demandent, oui, donc avant que je sois d'Optimium, tu étais anti-gaspillage. Non, je n'étais pas anti-gaspillage parce que c'est tout simple. D'où je viens, du Bénin, il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Donc c'est en France ici que j'ai découvert. Et c'est en faisant surtout l'étude de marché que j'ai découvert l'ampleur du problème. Et je me suis dit qu'il faut le résoudre. Il faut le résoudre. Donc non, je n'étais pas anti-gaspillage, je me surveillais tout. Mais à un moment donné, tu rencontres des problèmes encore plus grands et plus gros que toi-même, que tu ne peux pas ne rien faire en fait. Ben là, du coup, tu as été confrontée à l'une de tes valeurs à toi. Valeur. Voilà. C'est plus la valeur là, qui a fait tiffler. C'est plus la valeur. D'accord. Et du coup, la valeur qui a été justement touchée à ce moment-là, c'est laquelle, selon toi? Alors, la valeur ou les valeurs qui ont été touchées à ce moment-là, c'est... Il y en a plusieurs. Il y a le côté gaspillage, bien sûr, sauver la planète, mais il y a aussi le côté, ce que je veux faire, la solution que je veux apporter avec Optimium, c'est d'être utile. Utile pour le commerçant. Oui, le sens. Utile pour le commerçant, utile pour le consommateur, utile pour la planète, utile pour mes frères et sœurs. Moi, ce sera un aboutissement d'avoir cette application dans la poche de mes frères et sœurs. Donc, utile pour, même si on oublie les clients, les utilisateurs, la planète, mais utile pour ma famille, qui aura fait des sacrifices pour m'aider à subvenir pendant 2 ans mes besoins. Utile jusqu'à ce sens-là, en fait. C'est cette quête de est-ce que tu es au bon endroit, au bon moment de ta vie? Est-ce que ce que tu fais, ça a un impact sur toi et dans ton entourage? Et après, il y a un troisième critère que j'ai développé, mais au bout de 3 ans dans Optimium. Mais c'est l'héritage aussi. Est-ce que ce que tu fais va laisser une trace en fait, sur ton passage, ton bref passage sur la Terre? C'est tous ces 3 critères qui, à mon sens, doivent joncher le parcours de l'entrepreneur. Donc, ça serait, si on récapitule, donc, le sens, l'impact qui va évidemment avec, et l'héritage. D'accord, intéressant. Et du coup, quand tu parles d'héritage, moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, tu es la personne que tu es, effectivement, tu as été influencée par plein de personnes, tu as été inspirée par plein de modèles. Et ma question, je sais que ta famille, en fait, ton enfance est très présente chez toi et ta famille. Et ma question, c'est aujourd'hui, en fait, quelles ont été tes sources d'inspiration pour
déjà te construire, parce que j'imagine en tant que femme qui vient en France sans pour autant, enfin j'imagine que tu as quitté ta famille à ce moment-là. Exactement, mes parents sont bénins encore. Voilà, du coup quelles ont été tes sources d'inspiration pour tenir à la fois dans ce changement de vie à ce niveau-là, mais aussi dans ta prise de conscience, de sens dans ta vie, ta volonté justement d'embrasser une carrière entrepreneuriale? Ok. Ça fait en plusieurs étapes. Quand on me pose cette question, j'ai pas vraiment de rôle modèle. Il n'y a pas une personne bien sûr. Mon père est une des personnes qui a été vraiment très impactante dans ma vie, parce que c'est lui, très tôt, que j'aime dire qu'il a su détecter en griffe le talent qui était en moi. Très tôt, il a su détecter ce talent. Et pourquoi mon père? Parce que c'est important que je dise mon père et pas ma mère, parce que c'est grâce à lui que j'ai toujours compris que j'avais droit aux mêmes chances que les hommes, que je pouvais faire la même chose qu'un homme en fait. Et c'est ça qui c'était vraiment très important pour moi. Et c'est pour ça qu'il m'a toujours mis dans ce parcours d'excellence. Tu dois avoir les meilleures notes de la classe, tu dois faire les meilleures études, tu dois avoir un diplôme d'ingénieur, voilà, avoir les mêmes chances que les hommes, et du coup, tu ne dois pas prendre le chemin de la facilité. Tu dois faire des choix, pas forcément compliqués, mais des choix égaux. Faut pas que le choix, faut pas que je dise que je prends cette voie parce que c'est par dépit. Voilà. Non. Si je pense, voilà, il y a toujours cette notion de je veux qu'ils soient fiers de moi, et il ne faut pas que je fasse des choix faciles, il faut que je fasse des choix où si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais au moins voilà, j'aurais au moins osé et emprunter ce passage-là. Mon père a été une des premières influences. Après, je suis très admirative du travail et des réalisations de plusieurs femmes, plusieurs hommes aussi, mais plusieurs femmes. Ce qui me vient à l'esprit, je dirais Oprah. Oprah, c'est pour son parcours, pour son enfance difficile. L'influence, l'impact sur le monde, en fait. C'est ça. C'est une femme d'impact. Oui, c'est ça. Donc Oprah, ouais. Oprah. Très admirative de la présidente libérienne, Ellen Johnson Sirleaf. Juste pour ce qu'elle a... Juste pour le fait que c'est la première femme à avoir concrétisé, parce que pourquoi j'ai concrétisé, parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui ont le rêve d'être présidente, mais à l'avoir concrétisé ce rêve, osé ce rêve pour nous, et surtout elle a une petite phrase qu'elle répète beaucoup pour les entrepreneurs, si ton rêve ne te fait pas peur, c'est que ton rêve n'est pas assez gros. Voilà les filles. Quand tu prends une décision de ta vie, si tu n'as pas peur, c'est que cette décision n'est pas assez importante. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidée dans mon parcours. Et chez Mamanda, même pas de par son positionnement féministe. Moi, je ne me revendique pas féministe parce que, par défaut, dans mon éducation, j'ai toujours pris le parti de me dire que j'ai la même chance, je veux la même chose que moi, en fait. J'ai toujours pris ce parti-là, en fait. Donc, du coup, de tout le positionnement de Chimamanda et tout ce qu'elle revendique, je trouve ça très intéressant pour ce qu'elle fait pour la cause des femmes. Par ton éducation donnée par ton père, t'as toujours inculqué le fait de se dire t'as les possibilités d'être... t'es au même niveau qu'un homme, t'as la possibilité de tout faire. Je viens juste de tilter sur un truc, en fait. Je me demande si cette éducation qu'il m'a donnée en particulier n'était pas liée au fait qu'il n'a pas eu de garçon. Ah, intéressant. Je me demande si c'est maintenant que ça fait tilt quand on en parle, en fait. On est 5 filles, donc il a essayé d'avoir un garçon. Et il m'a toujours mis en avant parmi mes soeurs. Mes soeurs, elles ont un très bon parcours aussi, elles sont en France, elles travaillent dans la finance aussi, elles sont toujours dans la finance. Elle m'a toujours mise en avant au niveau des études. Je me demande si c'est pas, comme elle n'a pas eu de garçon, il s'est dit, ben, tu vas avoir la même chose qu'un homme en fait. Ah, c'est super intéressant. Comme quoi l'éducation a beaucoup d'influence sur la personne qu'on va devenir. Oui. Et moi, du coup, ça me parle dans le sens où, effectivement, il y a beaucoup de personnes, et moi, j'en ai fait partie, je me suis dit, bah voilà, parce que je suis noire, parce que je suis jeune, parce que je viens de banlieue, je n'ai pas les mêmes chances que tout le monde. Et ça m'a empêché pendant un petit moment d'entreprendre, parce qu'effectivement, j'avais cette peur jusqu'au jour où j'ai embrassé le développement personnel. Mais voilà, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la notion de pensée limitante. Toi, justement, dans ton éducation, on t'a pas insufflé cet état d'esprit de se dire, voilà, en tant que femme, il faut que tu sois justement restreint à ce genre de choses. En tant que noire aussi. En tant que noire aussi. Et finalement, est-ce que tu as été, toi, à un moment donné, confrontée à ça
dans ton parcours entrepreneurial, quand tu as commencé justement, j'imagine le domaine de la start-up, c'est un domaine où c'est très masculin, il y a énormément d'hommes, il y a très peu de femmes. Tech en plus. La tech en plus. Donc, est-ce que tu as été à un moment donné, tu t'es à un moment donné dit, le fait d'être une femme, c'est une limite pour moi, parce que forcément, voilà, là, il y a plein d'hommes et en termes de, je sais pas, c'est pas forcément en termes de compétences, mais c'est plutôt de la manière dont les gens vont me percevoir, en plus en tant que femme noire. Est-ce que ça a été une chose que tu t'es déjà dit, toi? Est-ce que tu as déjà eu ces pensées limitantes? Moi, j'ai pas eu ces pensées, mais on me pose souvent la question. Du coup, le fait d'entendre cette question, je dois réfléchir sur mon parcours pour voir s'il y a des éléments de détail que j'ai remis. Moi, j'ai jamais eu cette pensée, mais c'est de par mon éducation. J'ai jamais eu cette pensée parce que de par mon éducation, où j'ai toujours voulu avoir ce parcours d'excellence, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Je suis overconfident dans tout ce que je fais. C'est dû à mon parcours, c'est dû au fait que j'ai fait les meilleures écoles, j'ai fait les meilleures entreprises. Et derrière, du coup, de par ce parcours d'excellence, on vit dans une certaine sphère, dans une certaine bulle, qui est liée à notre réseau. Du coup, j'ai jamais eu le doute. En créant ma boîte, j'ai jamais eu le doute que ça n'allait pas marcher. En levant des fonds en 3 mois, j'ai réussi à lever 800 000 euros en 3 mois, j'ai jamais eu le doute que j'allais y arriver. J'ai jamais eu le doute que l'écosystème allait être difficile ou allait être regardant vers moi, parce que j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, on avance quand même avec des petits labels, le diplôme, le nom des entreprises. Et comme avec moi, toutes ces cases étaient cochées, j'ai jamais eu ce doute au fait que je n'allais pas y arriver au fait. Intéressant. Tu vois. Mais par contre, en côtoyant d'autres noirs, d'autres afros qui viennent me voir, qui me disent on est fiers de toi, et que moi je leur dis mais pourquoi vous le faites pas vous-même? Nous on n'est pas ingénieur, mais c'est pas vrai. On peut faire tout ce que j'ai fait sans forcément être ingénieur. Parce qu'au final, si je prends juste l'exemple d'ingénieur, moi j'ai pas développé l'application mobile optionnelle. J'ai pas fait une ligne de code. J'ai trouvé des compétences qui m'ont rejoint. Ça c'est une des autres caractéristiques qui font en tant qu'entrepreneur. Mais pour répondre à ta question, est-ce que j'ai été... Non, parce que je ne me suis pas limitée dans ma pensée. Quand tu te limites pas dans ta pensée, tu fais tout ça. À force d'être positive, d'être souriante, d'être tellement déterminée, l'écosystème t'accueille comme ça en fait. Moi, je pense que comme tu me suis sur les réseaux, j'ai interviewé dans tellement de conférences parce qu'aujourd'hui, c'est même pas une question de légitimité, parce qu'aujourd'hui, ils savent que s'ils m'invitent, je vais venir avec mon no bullshit, avec mon sourire, avec ma détermination. C'est ça, c'est là. Si tu te limites, on sentira. C'est pas tu vas avoir un rendez-vous avec ton banquier, si tu pars en disant de toute façon je suis noire, il ne fera pas après, il ne te fera pas de prêt en fait. Il ne fera pas de prêt parce qu'il va sentir dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, même si tu ne le dis pas, il va sentir. Alors que si tu viens, je ne vois pas pourquoi vous ne me donnerez pas, j'ai les mêmes choses que tout le monde. Si tu viens dans une manière de penser positive, tu auras ce que tu veux, quoi. Et ça, c'est du coup important de se dire, finalement, de ne pas se mettre de limites et se dire que tout est possible et se donner les moyens. Oui. Et la première personne qu'il faut convaincre, c'est nous-mêmes. Et la première personne sur qui il faut investir, c'est nous-mêmes, en fait. On doit investir sur nous-mêmes, en fait. C'est le premier truc. Et ça, c'est super intéressant d'avoir ce point de vue-là d'une personne qui a évolué dans un domaine, qui a évolué dans des sphères d'excellence, de pouvoir dire ça, parce qu'effectivement, quand on ne pense pas du tout à ces pensées limitantes, et on peut faire énormément de choses. Exactement. Parce que du coup, déjà, on perd moins d'énergie à penser à se dire comment les gens vont me percevoir, qu'est-ce que je vais faire. Non, on fait les choses parce qu'on y va, parce qu'on y croit et on se donne les moyens d'y arriver. C'est ça. Mais je sais que les personnes qui sont derrière les écrans, elles vont se dire, elles vont tous quand même trouver l'argument. Oui, mais toi, c'est parce que tu as fait Polytechnique. Toi, c'est parce que... Oui, j'ai fait Polytechnique. Oui, j'ai fait ces trucs. Mais je me suis battue pour y arriver, pour les faire. Ça n'a pas été finger in the nose, je me suis battue pour y arriver. Mais je suis persuadée, c'est pas que je suis persuadée, j'ai des exemples de personnes qui ont fait Polytechnique et qui y sont arrivées aussi. Moi, je suis peut-être je suis peut-être arrivée plus vite qu'elles, de par mon réseau, mais j'ai des gens qui y sont arrivés aussi. Parce qu'à un moment donné, dans l'écosystème entrepreneuriat, on oublie. Même s'il y a les labels, on oublie ce que tu as fait. Parce que quand tu montes sur scène, quand tu montes pitcher sur scène, il n'y a pas écrit Polytechnique ou tu ne peux plus mentir en fait, c'est là où le jeu commence. Il n'y a plus tes labels de j'ai fait HEC. Quand tu es sur scène avec le public et toi-même, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu es qui va faire la différence. Donc ça aide qu'on ait ces labels, mais ce n'est pas ces labels qui font qu'on réussit. Dans l'entrepreneuriat en tout cas, c'est pas ce qui fait la différence. La différence, c'est toi-même qui est là, c'est nous qui la faisons. Et quand tu penses en te limitant, voilà. Le monde autour de toi va te limiter.
finalement. C'est intéressant parce qu'en développement personnel, il y a cette notion qui dit justement que en fait, notre vie, c'est le reflet qu'on a de nous-mêmes en fait. C'est qu'à partir du moment où nous, on ressent justement ces obstacles, et ben au final, on va les vivre, ces obstacles, elles vont arriver parce que finalement, c'est ce qu'on imagine en fait. Donc c'est vraiment important de se muscler un état d'esprit qui soit assez positif. Du coup, en fait, tu as répondu concrètement à la question de qu'est-ce qui est important pour toi, enfin, qu'est-ce qui est important finalement lorsqu'on entreprend. Il faut savoir, c'est simple, il faut juste savoir déjà pourquoi on le fait. Il y a des entrepreneurs qui entreprennent pour être millionnaires, pour une bonne cause. Quand on entreprend, on donne c'est bien sûr pour gagner un peu d'argent, mais voilà, il faut savoir la finalité. Moi, dans mon cas, c'est pas pour être millionnaire, c'était pour les raisons que j'ai citées, me rendre utile, avoir de l'impact et laisser trace sur mon passage. Et quand on connaît ces raisons, on peut tenir la distance. Moi, ma question aujourd'hui, c'est finalement comment tu as réussi, je pense que c'est la question que se posent toutes les personnes qui nous regardent, comment tu as réussi en fait en l'espace de 3 ans à développer Optimium et à lui faire atteindre le niveau que ça a pris aujourd'hui. Ok. Ça se fait en plusieurs étapes pour être honnête. D'abord, quand tu as l'idée, c'est bien. Mais après, il faut aller vérifier s'il y a un besoin sur le marché. Donc, j'ai fait l'étude de marché en parlant à différents commerçants, des restaurateurs, des snackers, des supermarchés, un peu tout le monde. Ils m'ont confirmé qu'il y avait un intérêt pour eux. Pareil, maintenant, il faut confirmer l'intérêt au niveau des utilisateurs. Mais même avant ça, je me suis dit, je ne suis pas le type d'entrepreneur solo. Je ne crois pas que je peux entreprendre tout seul. Il y a des gens qui y arrivent. Mais moi, c'était ma première boîte. C'est très difficile d'être tout seul. Parce que quand tu es tout seul, pour te remonter le moral toi-même, c'est très compliqué. C'est pas facile. Alors, je me suis dit, et surtout, même le fait d'avoir un associé, ça te permet de montrer que tu as réussi à convaincre quelqu'un d'autre de tout lâcher pour te rejoindre. Donc l'idée n'est pas si conne que ça, en fait. C'est très important. Alors que l'entrepreneur solo, on peut se dire, ouais, peut-être que tu n'arrives pas à convaincre non plus les gens. C'est très compliqué. Pour lancer une start-up, en tout cas, une start-up, c'est pas juste l'auto-entrepreneur. Une start-up, c'est une boîte qui a la capacité de se développer très, 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 très vite. Très vite. Donc voilà. C'est compliqué en entrepreneur solo. Donc moi, il a fallu que je trouve très vite des associés. Et j'ai fait ce qui s'appelle des startup week-ends. C'est des week-ends de 54 heures qui permettent à des porteurs de projets de venir présenter leur idée en 1 minute et d'essayer de convaincre un parterre de personnes qu'elles ne connaissent pas, mais en face d'elles, de venir les rejoindre. Moi, j'ai besoin de commercial, de marketeurs, de juristes, de leur rejoindre dans 54 heures pour qu'on développe ensemble les grandes lignes de l'idée. Moi, c'est ce qu'on a fait. C'était les startup week-ends de mon école polytechnique et c'est ouvert à tout le monde, pas que des X. Et il y a 10 personnes qui m'ont rejoint ce jour-là. Donc, l'important, c'est que ça va se vendre, dont on parlait tout à l'heure. Ça va se vendre en 1 minute. 10 personnes m'ont rejoint. On a travaillé sur les grandes lignes de l'idée pendant tout le week-end. Et dimanche soir, on a présenté un jury de professionnels. On a gagné le week-end. Et à la fin de ce week-end, parmi les 10 personnes, il y a une personne qui est mon associé qui m'a proposé de me rejoindre en temps plein sur le projet. Génial. Donc, lui, c'est le commercial de la société. Et moi, je suis le chef de projet. Et on parle d'application mobile, il faut un développeur. Pareil, il faut trouver des développeurs. On allait refaire encore des meet-up de développeurs, présenter l'idée, dire qu'on était accompagné par tel ou tel réseau. Et c'est comme ça qu'on a formé la première équipe. Mais même avant de se lancer dans le développement de l'application, on a voulu tester l'idée avec 0 €. Et ça, c'est ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product. Ça, on a voulu tester. Et pour ça, on a allé démarcher un commerçant. On a signé ce commerçant qui est un pomme de pain à Jussieu, Et ce qu'on faisait avec lui, c'est qu'il nous envoyait la liste de ses invendus. Après 15 heures tous les jours, il nous donnait, voilà, il nous reste 10 pâtisseries, 2 sandwichs, machin. On envoyait cette liste, accompagnée de photos de ses produits, par mail, à une petite base d'étudiants autour de ce pomme de pain. Et à la fin de la journée, on comptait avec lui le nombre de tickets de caisse personnes qui sont venues prendre la promotion. Et c'est juste ça qu'on a fait. En fait, on a fait le processus de l'application mobile, mais via mail. Via mail, mais en dépensant 0 €, juste 0 €. Juste du temps. C'est ça. En fait, pendant une semaine, une dizaine de jours, on a vu les résultats derrière, qui étaient positifs. Et c'est là qu'on s'est mis ensuite à développer l'application mobile. En partenariat avec ce commerçant qui le testait pour qu'on soit sûr que c'était très simple pour lui de mettre en ligne les produits. L'histoire derrière, c'est qu'il ne faut pas se fermer dans son garage comme font les Américains. On a des projets garage, on se ferme avec nos 3 geeks, on développe pendant 6 mois et après on le met sur le marché. Non, c'est pas la bonne solution. Pareil, donc on s'est mis à développer l'application mobile. Au niveau du lancement, on ne s'est pas éparpillé. On l'a fait sur un marché, on l'a fait de manière très nichée, en signant un partenariat avec 3 BDE, 3 facs, parce que pour nous, on a ciblé les étudiants comme nos premiers utilisateurs, nos premiers consommateurs. Et après les partenariats avec ces 3 BDE, qui étaient dans le même quartier, on a signé des commerçants autour de ces BDE. On est resté comme ça pendant 3 mois, petit arrondissement, pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas.
Et c'est à partir de là, ensuite, qu'on a dit, il nous faut plus de commerçants. Plus de commerçants, il faut des commerciaux. Et du coup, on a pris la voie des concours. D'accord. Les concours, il y a plein de concours aujourd'hui sur la place francilienne. Il y a plein de concours avec de l'argent à clé. C'est ce qu'on s'attendait à faire. Je faisais des concours tous les mois. On a réussi à plus d'un an, tout l'année 2015, on a fait des concours. On a réussi concours de subventions. On a réussi à atteindre 120 000 euros pour financer l'équipe, ce qui était pas mal. Mais ça me prenait du temps dans le mois pour aller pitcher, présenter. Mais de l'autre côté, ça m'a amené de la visibilité. En plus. Et après ça, on a fait une levée de fonds auprès d'investisseurs. Parce qu'à un moment donné, on a commencé qu'avec des boulangers, des pâtissiers, des restaurateurs, mais des gros acteurs comme Pommes de Pain, Brioche Dorée, Carrefour, Monoprix voulaient nous rejoindre. Mais ils se disaient, si je vous rejoins, vous avez une équipe de stagiaires, vous n'avez pas les moyens de suivre ma demande derrière. Ouais, bien sûr. Et donc derrière, il faut leur montrer qu'on a les moyens d'avoir une équipe de CDI, une équipe de développeurs, une équipe de machin. Mais pour ça, il faut avoir des fonds. C'est pour ça que là, j'ai arrêté de faire j'ai réduit le rythme des concours. Et je me suis dit, bon, je vais faire entrer des investisseurs au capital. Et on va faire une levée de fonds. Et on a fait une levée de fonds de 800 000 euros en 2016. D'accord. Et voilà comment c'est développé. Et après, on allait retaper la porte de tous ces gros acteurs pour leur dire voilà. Maintenant, l'équipe solide, faites-nous confiance et ils nous ont accordé plus de magasins. Donc aujourd'hui, Optimium, c'est un parc d'environ 500-600 points de vente, essentiellement en Ile-de-France. Et c'est environ 170 000 utilisateurs avec une application. Ah ouais, quand même. C'est énorme. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est super important, enfin, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Et moi, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure avec non seulement le fait justement de tester son idée à moindre coût, mais vraiment l'aspect, on se concentre sur une niche. Et même au-delà de ça, on teste auprès d'un seul commerçant pendant une période donnée. On voit les retours que ça peut avoir avec justement ce commerçant. On améliore la chose au fur et à mesure. Et puis à partir du moment où on est OK, à partir du moment où on sent la chose et qu'elle est prête et qu'il y a une envie des deux côtés, on déploie. Et toujours dans cette niche-là. C'est ça. Du coup, après tout ça, après cet échange, ma question c'est, voilà, Ola, quelle est ton actualité Comme vous pourrez le voir sur les réseaux, c'est que ça fait 3 ans que j'ai monté Optimium. Et je me suis fait rattraper par mon côté aventurier, ce qui fait que j'ai ressenti le besoin de passer à autre chose et de laisser les rênes d'Optimium à l'équipe. Donc je me suis retirée d'Optimium il y a quelques jours et pour passer à de nouvelles aventures que j'aurai l'occasion d'aborder dans les prochaines semaines. Donc pour savoir ce que c'est, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat et Instagram, voilà, que grâce je suis de manière très assidue. et non, c'est un sujet qui me tient à cœur dans le sens où, en tant que fondateur, on ne nous attend pas là. On ne nous attend pas au fait qu'on développe un sentiment de vouloir sortir de quelque chose qu'on a créé. Qui marche. Et c'est quelque chose j'ai eu beaucoup de mal à vivre. Donc je commence à en parler aujourd'hui, mais je n'ai pas été à l'aise avec ça depuis que j'ai pris la décision de sauter d'Optimium. Il y a quand même 6 mois qui sont passés, 6 mois où je ne me sentais pas légitime à aller démarcher des clients, à aller gagner des concours, alors que je savais qu'au fond de moi, je voulais sortir d'Optimium. Et ce qui est très difficile, c'est de se dire comment toi tu voulais sortir d'Optimium alors que c'est toi qui as donné confiance aux gens de te rejoindre. Donc c'est un sentiment qui est très difficile à vivre, mais à un moment donné, quand tu veux avancer, il faut mettre en place les choses pour ça. Mais au-delà de ça, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une histoire avec toi-même, en fait. Comme je vois, c'est vraiment lié à ton investissement, ta croissance, ton développement personnel. Moi, je me repose toujours cette même question que je me suis posée quand j'étais à Rocher. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'exploite au maximum les compétences que Dieu m'a données? Et c'est cette question que je me suis posée récemment et je me suis vue. La réponse que j'ai eue, c'est que je ne pense pas pouvoir faire plus que ce que j'ai fait avec Optimium. J'ai vraiment tout donné. Vous pourrez voir mon parcours. On a vraiment tout gagné. On a signé tous les partenaires que je veux signer. On n'est pas encore rentable, bien sûr. Faire d'autres levées de fonds pour se bien. Mais aujourd'hui, on a la réponse à nos questions. Et j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir avec Optimium. Et je sens qu'on a besoin de moi sur d'autres projets. Et je préfère aujourd'hui répondre à cet appel. Génial. Génial. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je tenais vraiment à déjà à remercier Ola, vraiment. Merci, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette interview avec elle, parce que ça faisait un petit moment que je voulais, et je trouve que son parcours est très inspirant. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter en bas de cette vidéo. Je vais laisser tous les coordonnées de Ola pour la suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être le plus réactif possible sur les réseaux sociaux et de montrer vraiment le parcours au jour le jour. N'hésitez vraiment pas à la suivre, je mettrai toutes ces coordonnées en barre d'informations. Moi, je vous dis donc à très vite
pour d'autres vidéos. Ola, tu veux un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Je sais que ceux qui regardent tes vidéos, c'est des femmes. Le mot que j'ai à vous dire, c'est le mot avec lequel j'ai commencé en fait l'interview, c'est le fait d'oser. D'oser aller au bout de vos idées, oser penser à vous, oser ne pas se sacrifier pour les autres, pour qu'on puisse nous-mêmes s'accomplir. Génial. Bah voilà les filles, vous savez ce que vous avez à faire. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très vite sur les réseaux sociaux ou dans une prochaine vidéo. Merci à vous. Merci. Ciao. Ciao.